Previously, c'est une claque. Ah, oh là 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 là. Oh là 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 là, le docteur et le professeur n'avaient pas prévu que parler de musique de film, leur passion, prendrait autant de temps. Oui, ils sont là, ils sont volubiles, ils parlent beaucoup, et vous les écoutez. Et vous écoutez aussi la playlist qui est mise en parallèle sur YouTube. Un gros travail, je vous le signale, un très très gros travail. C'est le professeur qui s'en charge. Parce qu'il est patient, le professeur. Oui. Le docteur, lui, il monte le podcast, il fait ses petits effets à la con, là. Hein, relax, tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais en même temps, c'est un travail en commun. Aussi, vous pouvez donner votre avis, hein, n'hésitez pas, hein, sur le YouTube. Et vous avez aussi le droit de dire qu'on a oublié des choses, oui, parce que la vie est faite ainsi. La vie est faite de surprises, d'imprévus. En tout cas, le docteur et le professeur font au mieux pour vous amuser, pour vous montrer des choses, pour vous faire part de leur passion. Le docteur et le professeur, en plus d'être beaux, sont sympathiques. Allez, je vous laisse en 1987. Oui, une bien bonne année pour la musique de film. Toute cette décennie était très très riche. C'est des claques, des CD et des claques. Toutes nos impulsions ne sont plus sous notre contrôle. Nous sommes leur bétail. Nous sommes élevés pour devenir des esclaves. J'ai vécu des expériences troublantes. J'ose pas en parler parce que j'arrive pas à expliquer les faits. Un pistolet philosophique. Le pire, c'est qu'ils pensent qu'on doit plus ce qu'ils racontent. C'est le genre de raisonnement que je déteste. Professeur, 1987. On a vu 1986 qui était le vrai démarrage, on va dire, des bandes originales avec pas mal de compilations de musique rock, pop, tout ce qu'on veut. Exactement. Pour plaire aux Jones, parce que je sais pas, en fait, c'est les décisions des producteurs, des fois tu comprends pas trop. Même si avant il y avait eu par exemple Gremlins. On était dans une mouvance où de toute façon, les jeunes étaient la cible à atteindre au cinéma. Il y avait pratiquement plus de films pour adultes, voilà. Ouais. C'était que des films pour les jeunes. Ouais, c'est un peu moche parce qu'en fait, c'était la danse du ventre pour essayer de les séduire, alors que moi, je sais, j'étais jeune encore, et ça m'embêtait vraiment d'être pris pour un gros nul, quoi, tu vois. Mm. Et je trouvais ça pas bien, en fait. Voilà. C'était moche de faire ça. Enfin, heureusement, il y avait des gens qui acceptaient pas, genre Cameron, tout ça, ils voulaient pas, quoi. Donc en 1987, il y avait Near Dark par Tangerine Dream. Near Dark, un super film de vampire. Oui, premier film, je crois que c'était son premier film, Catherine Bigelow. Ouais, avec le casting d'Aliens. Ouais, enfin, franchement, c'était bien, quoi. C'était pas mal. Bill Paxton, magnifique. Le film suivant qu'elle a fait, j'avais beaucoup aimé aussi, Blue Steel. Ouais, c'était bien, mais c'était plus pompeux. Parce que Near Dark, on était dans du sale, quoi. Oui. Lance Henriksen, dedans, il était bien comme il fallait, bien menaçant. Après, Blue Steel, ce que j'ai pas aimé, c'est le casting du méchant, quoi. Il fait toujours le méchant, il faisait le méchant. Ah oui, Ron Silver, je crois. Ouais, Ron Silver, ouais. Oui. Ouais, il faisait le méchant dans le film de Van Damme, là, qui s'appelle Time Cop. Oui. En fait, dès que tu voyais Ron Silver, tu savais que c'était le méchant. Dès le premier plan, c'était un peu embêtant. C'est un peu comme Sean Bean, tu sais qu'il va mourir. Donc, Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, qui était aussi pas mal de compilations, qui était pas mal, qui était vraiment impressionnant comme film, mais qui arrivait un chouïa trop tard, je trouve. Bah, moi, la première partie m'a beaucoup plu, l'entraînement. Après, dans son Vietnam qu'il avait reconstitué en Angleterre, j'ai pas du tout aimé. Ouais, c'était les palmiers en pot qui m'avaient choqué. Moi. Moi, ce que je garde pour ce film, je la connaissais pas à l'époque, c'est que ça m'a fait découvrir la chanson Surfing Bird, quoi. Ça, c'est... Moi, ce que je garde pour l'époque, c'est le casting. C'est le casting qu'il y a au début, quoi, tu vois, entre le sergent, la baleine, et puis... les Hermie Donofrio, quoi, il était immense, déjà. Super film, c'est vraiment un super film. Je trouve que c'est un des plus sous-estimés de Kubrick. Et c'est un des ceux que je préfère le moins, pourtant. Hein, mais... Ouais, mais pourtant, il est bien. C'est sa structure qui est bizarre. Il a une structure qui est vraiment bizarre, coupée en deux, quoi. Puis je m'aperçois que j'ai du mal avec Matthew Modine, de toute façon, donc... Ouais, parce qu'il est un peu fade. Ouais, carrément, oui. Moi, j'ai bien aimé son petit rôle dans Batman, je sais plus quoi, le 3e de Nolan, là. C'était intéressant, son personnage qui était un peu lâche. Et puis, ah oui, j'avais oublié qu'il était dedans. Oui, il est dedans, mais on voit pas souvent. C'est pas un acteur qu'on voit j'ai un peu oublié ce film, de toute façon. C'est l'année d'un de mes bonds que j'aime bien. C'est The Living Daylight, qui doit s'appeler Tuer n'est pas joué en français. Ouais. Où John Barry, qui bossait avec AA, qui était un groupe nullissime. Ah, j'aimais beaucoup, moi. Take On Me, c'était bien. Ouais, mais c'est nul.
Non. J'adore aussi tes conneries. Tu vois, ça te rentre dans la tête et ça repart jamais. C'est donc que c'est pas mal, mais c'est quand même nul. Parce que musicalement, John Barry il est devenu fou avec eux, quoi. Oui, je Quand sais. il a vu le niveau de musique qu'ils avaient, il était atterré, quoi. Et mine de rien, il avait fait un morceau avec Chrissy Hines, je crois, dedans, qui chantait, Oui. qui a été refusé, qui a été placé à la fin du film, ou C'est qu'on vrai, entend un peu pendant, quoi. ouais. Alors qu'en fait, c'était un super morceau, et on lui a dit non, tu mets AA. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la chanteuse des Pretenders. Donc, Bah voilà. Et sinon, c'est vrai que j'avais lu une interview de John Barry à ce sujet qui disait que, comme tu dis, ça avait été l'enfer de travailler avec AA, alors que la chanson, bon, je la trouve géniale, hein, pourtant. Oui, Et- cool, bah et- oui, parce qu'il bosse bien aussi. après, Et à l'inverse, le précédent Bond, il avait travaillé avec Duran Duran, il avait dit que c'était excellent, quoi, qu'il avait beaucoup apprécié, en fait. Si, je t'assure. Ouais, je sais, mais bon, Duran. Voilà, donc. En tout cas, moi j'adore cette musique parce qu'il a intégré des boîtes à rythme et tout dedans. Ouais. Et ça devenait électro en fait. James Bond devenait électro et ça a préfiguré ce qu'a fait après. David Arnold. David Arnold, lui, il avait bossé sur un album de reprise de Bond qu'il avait fait de son propre chef. Il avait transformé pas mal de chansons en trucs électro. Il avait bossé avec les Propellerheads. Et ce qui fait qu'en fait, quand il s'est occupé de son premier Bond, David Arnold, il a intégré les Propellerheads dedans. Et ça s'est transformé en... Enfin, c'était génial. Moi, j'ai adoré la période David Arnold. Et en tout cas, Living Daylight, c'est la dernière fois que John Barry fait un Bond. C'est son dernier, oui. Voilà, il intègre des boîtes à rythme dedans. Et je trouve que ça le fait encore. Et c'est bien. Et les mélodies, elles sont super. Et, Moi, je j'aime t'avoue. bien ce Bond-là. Ouais, moi, je t'avoue que c'est l'un des Bonds que j'écoute le plus en musique. Oui. Bah, il y a toute l'ampleur d'un orchestre. Et en même temps, il y a un côté un peu électro-rock qui est chouette, quoi. Et puis en même temps, c'est un film qui est cool parce que Timothy Dalton. Ah, il fait, j'adorais, ça moi, fait, Timothy Dalton, ouais. En Bond. moi, j'ai Dalton comme Dalton. Et, Timothy Dalton. donc, auditeur, si tu nous écoutes, écoute tous les James Bond dans l'ordre. Parce qu'il y a une vraie évolution musicale, même si des fois, il y a une régression musicale de temps en temps. Mais c'est surtout dû à un Français. Mais c'est plus tard. On avait l'année... C'est une année extraordinaire pour toi, puisqu'il y avait Dirty Dancing. Je suis sûr que tu kiffes Je ne ce l'ai film. jamais vu. Et bah tu le kiffes sans Voilà. l'avoir vu, c'est incroyable, C'est- professeur. ouais. Ah, mais je suis fort, moi. Le professeur est surtout de bonne composition face aux vannes bien pourries du docteur. Il y a tout un truc de la carrière de Patrick Swayze que j'aime pas. Autant j'ai rigolé quand j'avais vu Red Dawn, l'Aube Rouge. Ouais, non, mais... Toi, c'était cool et tout. J'ai adoré le truc où les surfeurs, là, Point Point Break, Break, ouais. c'était pas mal. J'ai adoré Denis Darko. Ouais, Dans ouais. Denis Darko, mais il est incroyable. Il est venimeux, il est Ouais. immonde. Et putain, quel acteur, quoi. Et voilà, mais tous ces trucs faits pour attirer l'adolescente en montée d'hormones. moi, ça Il était m'en- bien en grand frère dans Outsiders aussi. Oui, mais c'est un super comédien. Il avait un charisme incroyable. Hein. Franchement, il avait une tête terrible. Et il y avait un truc, sa façon de bouger et tout. De toute façon, tu vois que c'était un danseur, ça se voit. Quoi. Dans, Je veux dire, dans Roadhouse aussi, c'est un bon videur. ouais, non, mais tout ça, lui, c'est un acteur Ouais, de mouvement. ouais. Tu vois, il a une façon de bouger. Et c'est aussi ça qui fait. Tu sais, l'autre jour, on parlait du charisme avec les stars et tout, quand on parlait dans un podcast avec le nettoyeur. Et je crois que quand tu fais appel à des stars, la star, qu'est-ce qu'elle fait? Elle amène un imaginaire avec aussi. Ça participe au merveilleux et tout. Et t'as des gens qui amènent un imaginaire, ça peut être un sourire, ça peut être une façon de bouger, ça peut être tout ça. C'est tout un monde avec eux. Et lui, c'était ça, quoi. Tu savais qu'il y avait ce côté dynamique, tu vois, qui pouvait être aussi bien super cool, genre grand frère, ou le mec qui colle une grosse tarte. Et puis voilà, quoi. Et ouais, Patrick Swayze, c'était ça, quoi. Et les filles elles fondaient devant lui, parce que Ghost, ça en a fait une star mondiale. Ouais, alors que c'est pas son meilleur rôle. Moi, j'adore ce film, hein, mais c'est pas là où il est le plus pertinent. Quoi. Eh bien, moi, j'aime pas. Et ça m'a pas fait devenir potier pour autant. Ah ouais, mais t'as jamais caressé une femme en faisant de la poterie en même temps. Peut-être pour ça. Ouh là 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 là. Eh ben, c'est subtil. Ça, ce que tu viens de faire, c'est malin. Là, on lui a donné à manger à la voix. Enfin, ça, c'est pas bien. Là. Eh oui. On a Madonna ou That Ouais. Girl. J'ai pas vu le film, mais la musique, je me rappelle, elle passait Ouais. partout. Sur les radios et tout. C'était. On avait Bill Conti. Alors, ce qui est intéressant avec ce type, c'est qu'il était capable du meilleur comme du pire. C'est-à-dire qu'il te fait la musique des grosses têtes. Pardon, de Rocky. Il te fait la musique de Rocky, il te fait les musiques d'enfer sur l'étoffe des héros, tout ça. Et d'un coup, il te sort les maîtres de l'univers, quoi. Ouais. Et cette même année, il a fait autre chose. Hein. Moi, j'ai pas noté les maîtres de l'univers pour Bill Conti.
Le Grand Bleu, Hein? il a fait. Il a fait le Grand Bleu. Oui, je sais qu'il a fait la version américaine du Grand Bleu. Non, c'est pas ce que j'ai noté non plus. Moi, j'avais noté Broadcast News. Oh, je me rappelle plus de la musique. Ouais. Je l'ai vu au cinéma, ça, mais je me souviens plus de la musique. Déjà, j'adore les films de James Brooks. Bah, il en a pas fait beaucoup, mais c'est des films moi, qui me font du bien. J'ai un bon souvenir de ce film, hein, en tout cas. Les Incorruptibles, c'est de quelle année? Je me suis pas Non, trompé, je l'ai en honnêtement. 87. 87, Les Incorruptibles de Ennio Morricone, qui est quand même on va dire un bon amateur éclairé de musique de film. Ennio Morricone, ce qui est rigolo, c'est que quand j'étais gamin, on avait un vieux Tepaz avec quelques musiques bien pourries, genre donc sur Aznavour, ça on l'a déjà parlé dans un Oui. podcast 3615 No Life qu'on a fait il y a un bout de temps. Et il y avait la musique de Il était une fois dans l'Ouest. Et Ennio Morricone, pour moi, ça reste ça quand même. Ce qui est intéressant pour Les Incorruptibles, c'est que c'est la première collaboration avec De Palma. Bon, ils n'ont pas travaillé trop ensemble, ils ont fait que 3 films, si je crois. Bah, c'est déjà pas Il y a mal. eu Outrage après, et Mission to Mars. Alors, beaucoup n'aiment pas Mission to Mars, moi j'aime beaucoup ce film. Ni Outrage d'ailleurs. Et j'ai Ah, moi je parle des et musiques. j'ai hein. réécouté la BO récemment, et je trouve que il avait fait quelque chose de très bon là-dessus, Ennio Morricone. Bah, Mission to Mars, le problème du film, c'est que les dernières 10 minutes, elles sont trop pourries, quoi. Et tout le film avant est vachement bien, et les dernières 10 minutes, c'est comme s'il te faisait caca devant les yeux. Et bon, tout dans la finesse. On fait pas ça dans un Ouais, film. c'est vrai que la fin... Ouais. 2 secondes sur Les Incorruptibles, c'était quand même le grand lancement de Kevin Costner, quoi. Je veux dire, jusqu'à présent, on l'avait vu dans des petits rôles, Silverado et tout ça, mais là, moi je trouvais qu'il bouffait l'écran, quoi. Avec Sean Connery, qui est quand même là pour... Putain, il refait le même plan qu'Highlander. Sean Connery. T'avais Andy Garcia aussi qui Andy Garcia, mais dedans, Ouais, c'est incroyable, quoi. La voilà, révélation. c'est ça, ouais. Andy Garcia, il a fait un film qui s'appelle City Island, qui est un tout petit film qui se passe dans la baie de New York, enfin, dans la baie un peu plus haut sur des îles qui est au-dessus de Manhattan. Je te conseille ce film, je c'est le un connais tout pas. petit Tiens. film. Il a tourné, il y a sa fille dedans, en fait c'est un film Mm. de potes, quoi. Et City Island, c'est Andy Garcia quand il fait les films qu'il aime D'accord. faire. Tu veux, en fait, il a tourné des gros films pour pouvoir faire ça, et c'est un film extrêmement bien. Sinon, pour revenir sur Les Incorruptibles, moi je trouve que ce film est extrêmement raciste, en fait. Les Italiens sont tous des mafieux. Oui, non, c'est vrai que même Sean Connery dit à Kevin Costner, tu vas pas prendre un Rital dans l'équipe. Et voilà, et du coup, il prend un Italien pour faire Ouais. la musique. Et là, j'ai du mal à comprendre. Eh viens, Ennio, on fait un film où tous les Italiens, c'est des tueurs, c'est des méchants, ils sont tous lâches, tous corrompus. Andy Garcia, il a jamais été italien, et d'un coup, Ouais. il est italien. Ouais, c'est pas du racisme, ça? Le seul Italien sympa, il est pas italien. Excuse-moi. Ouh là 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 là. Je suis choqué, je suis Je outré, comprends. quoi. Cet avis n'engage que le docteur. En même temps, c'est Brian De Palma. Tout ça pour en arriver là. Je sais pas quoi dire là. Voilà. Ah rien, c'était nul, là. Le docteur n'a honte de rien. Enfin bon, ouais, de toute façon, à part la scène finale, on en a déjà parlé, moi que je trouve ridicule. J'adore ce film. Enfin, je trouve qu'il est bien. La musique est très très mélancolique aussi. Et je trouve qu'elle participe vraiment, elle donne une ampleur incroyable au film. Et ça rend, enfin, tous les personnages, on s'y attache. Exactement, oui. Que ce soit le petit comptable qui se fait buter dans l'ascenseur. Mais cette séquence, je crois que c'est ma préférée du film, en fait, quoi. Tu sais qu'il va mourir, tu sais. Enfin, c'est horrible, quoi. C'est horrible. T'assistes à un drame, et l'acteur Billy Drago qui fait Frank Ah, il est Nitti, excellent. Mais moi, quand sauf le plan voilà, est mort à la fin, où là tu vas me dire que c'est un hommage à Hitchcock, la transparence. non, mais moi j'étais pris quand Costner le prend et le jette. Moi, j'étais sur mon siège, je disais enfin, vas-y, ouais, c'est bon ça. Et c'est ça Ouais. qui me plaît dans les Pareil, films. j'ai crié, Ouais, voilà. ouais. C'est ça que j'adore dans les films quand t'es Ouais. pris dedans et que tu fais des bons, quoi. J'avais envie qu'il le défonce, quoi. Mais pareil. Mais l'acteur, Ah oui, il est oui, génial. oui, Enfin, oui. franchement, Billy Drago, quel acteur, quoi, quel acteur. Il est mort il y a pas longtemps, je crois. Mais il a passé toute sa vie à faire le méchant, alors qu'en fait, c'est un mec super. Ah, mais vu le gentil. physique, il pouvait pas faire autrement, quoi. Quand on voit son visage. Il est Frank Nitti pour l'éternité, quoi. Voilà, même s'il est, même s'il est gentil, je l'aurais rencontré dans la rue, j'aurais changé de trottoir, quoi. Non, bah, il y a plein de comédiens, quand tu vois des photos d'eux en état normal, quand ils sourient, c'est autre chose. Après, c'est des vrais comédiens, c'est-à-dire qu'ils arrivent à rentrer dans leur rôle, à incarner une ordure. Regarde James Mason dans La mort Ouais. aux trousses, c'est un salopard.
Et tu le vois dans Pandora, où tu vois un capitaine Nemo, il est démentiel, quoi. Donc, voilà, c'est... Et à côté de ça, il arrive à jouer les ordures. Moi, quand j'étais gamin, j'étais très embêté quand j'ai vu La mort aux trousses. Il y avait Capitaine Nemo qui était méchant d'un coup, quoi. Moi, ça m'a perturbé, tu vois. C'était... À côté de ça, Cary Grant, il a toujours été cool. Donc... Tu savais que Cary Grant avait été espion? Je l'ai appris récemment, en fait. Non, mais il y en a plein qui ont fait la guerre, des acteurs américains. Il n'y a que John Wayne qui s'est planqué... Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai faire sa l'impression carrière. que Il s'est le planqué, docteur et le c'est pour ça professeur qu'après, il a fait que sont des en train rôles d'enculer les mouches. de super soldats, de super patriotes et tout, parce qu'en fait, il s'est planqué, quoi. Je crois qu'il y avait même James Stewart qui était dans un bombardier, enfin, toi, enfin, c'était... Ça va, quoi, les mecs, c'était pas rien, quoi, tu vois. Quand ils faisaient des films de guerre, c'est un peu comme le dessinateur Jack Kirby, Ouais. tu sais, qui a créé les 4 Fantastiques. Oui, non, je connais Jack Kirby. Bah, ce mec-là, il a fait la Deuxième Guerre mondiale, toi. Quand tu te décris une bataille en bande dessinée, l'intensité, il sait ce que c'est, quoi. Il a certainement dû tuer des gens pour se défendre. Je crois que c'est Samuel Fuller aussi, le réalisateur, qui a fait le débarquement, tu vois. Et ils essayent de recréer des choses. Et dans leur expérience, il y a ça, quoi. Tout comme Tom Savini, il a fait le Vietnam. Ah, ça... Et je savais pas. dans ses maquillages, il a retrouvé des choses dedans, tu vois. C'est pas genre on exploite, c'est genre ça fait partie de lui, quoi. Adventures in Babysitting, Nuit de folie, par Michael Kamen. Musique pas mémorable, mais dedans, il y a des habitudes. Il a réussi à s'échapper des mains du singe de Link. Tout à fait. En fait, ce qui est intéressant avec cette actrice, c'est qu'elle a jamais été une grande vedette, mais tout le monde l'aime bien. Moi, j'adore. Et puis, elle était super jolie sans être hyper sophistiquée. Ah, elle avait un charme naturel, quoi. Même dans son Verhoeven que personne n'aime, moi j'adore. L'homme sans ombre, elle est excellente dedans. Holoman. C'est d'ailleurs la seule qui est bien, quoi, parce que le reste du film, c'est pas terrible, quoi. Non, j'aime bien, c'est une bonne comédienne. Dans le genre comédie plutôt musclée, à l'époque, gros choc, quand je l'ai vu, en tout cas, L'Arme Fatale. Je m'attendais à un gros film d'action, et j'ai eu un gros film d'action. Et c'était vachement bien. Je sais pas, je pense que je m'attendais à ce qu'on appelait les buddy movies, un film un peu drôle, décomplexé. Mais dès le générique où tu vois une fille cocaïnée qui se défenestre, tu comprends que tu t'es pas dans ce genre de film, quoi. Ouais, carrément. Et sur une musique de Noël en plus et tout, là, tu... Oui, bah ouais, Noël, Sean Black. Oui, voilà. Mais je veux dire, ce qui est dingue dedans, c'est un film qui est sorti l'été. Moi, je me rappelle, c'est sorti en juillet, ouais, ça, toi. c'est sorti en juillet, ouais. Moi, j'en garde de grands souvenirs. C'était violent, hein. C'était Ah violent. oui, il souffre, hein, Mel Gibson. De toute façon, c'est dans cette période où il était vraiment... On se demande s'il jouait ou si vraiment il voulait qu'on lui fasse mal, quoi. Il était intense, quoi. Et, ouais, mais ça fait partie, tu sais, c'est un peu comme... Il y a des rôles comme ça, enfin des personnages, il faut toujours qu'ils se fassent torturer pour revenir mieux. Parce que... on y croit quand au tout début du film, quand il se met le flingue dans la bouche et tout, on y croit, hein, c'est... Non, pas moi, parce que je savais que c'était un film avec lui, donc il allait pas mourir. Oui, non, mais bon, je veux dire, on y croit entre guillemets. Mais vu que j'ai commencé à y croire, je me suis dit non, c'est pas possible. Mais et puis je garde de grands souvenirs, la scène dans le désert, j'avais trouvé ça magnifique, quoi. Putain, c'était bien. Ouais, ça envoyait vraiment. Ouais. Et même tout, la poursuite à la fin. Enfin, moi, c'est un super film d'action. La suite était pas mal, et puis après, ça part en saucisse, quoi. Bah, la suite, ce qui est dommage, c'est que ils n'aient pas gardé la fin que Shane Black voulait faire, mais bon. Oui, il devait mourir. Ouais, voilà. Gibson devait mourir. Bah ouais, mais en même temps, c'est compliqué, parce que les gens l'aimaient bien, quoi. Il était attachant comme personnage. Ouais, je sais. Donc, ah oui, il y a un truc dedans, quand même, qui est gros. L'hélicoptère qui jaillit, qu'on n'entend pas, alors qu'il arrive comme ça. Ça, dans les films américains, c'est un truc qui me gonfle. C'est qu'il y a l'hélicoptère qui jaillit à 10 mètres. Oui, ils sont devant une fenêtre et tout. Mais ouais, toi, t'es chez toi, l'hélicoptère, tu l'entends, il est à 20 km déjà. Ah oui, il était en dessous, je sais pas, il devait planer. Ouais, mais ça, c'est le truc habituel, l'hélicoptère qui jaillit, quoi. On le voyait pas, il était hors champ, quoi. Ok. Ça fait partie de cette incohérence qu'on accepte, parce que sinon, c'est pas possible de faire un film si tu restes trop... Oui, parce que l'idée, c'est de remettre une sorte de sidération du spectateur. Voilà. C'est comme si tu devais filmer le héros qui va en ville et qui doit se garer. Toi, dans la vie réelle, tu mets 20 minutes à trouver une place de parking, quoi. C'est clair. T'imagines les films d'action pourris. Robocop de Basil Polidoris, qui est quand même une musique... Moi, j'ai failli choisir celle-là, toi, parce que en fait, c'est une musique de chevalier. Ouais. C'est une musique de chevalier, t'entends carrément le bruit de l'armure avec, quoi. Toi, il y a un truc qui est... Déjà, le film est incroyable. Au départ, je crois qu'il avait fait appel à quelqu'un, genre James Horner ou Joy Goldsmith, pour La chair et le sang. Et ça leur a pas plu, le thème La chair et le sang.
Ils ont trouvé que c'était trop sauvage, trop méchant, trop agressif. Du coup, il a fait appel à Basil Polidoris, qui lui, il a retrouvé ses charentaises de Conan, on va dire. Et quand et la musique de Charleston est formidable, quoi. Franchement, elle est vraiment, vraiment démente, quoi. Il y a toute la sauvagerie médiévale, enfin la fin du Moyen Âge en fait, parce que c'est l'époque où c'est la fin du Moyen Âge en vrai, quoi. Et quand il était aux États-Unis, quand il est aux États-Unis, il a fait appel à nouveau à Basil Polidoris pour faire Robocop, qui est aussi une histoire de chevalier, même si c'est un chevalier du futur, et avec un vrai héros qui a des valeurs, quoi, tu vois. Et il a fait cette musique, c'est un chef-d'œuvre en vrai, quoi. Elle est incroyable, voilà. Il n'y a pas d'autre mot, il faut l'écouter. Elle est indissociable du film aussi. Et le film est stupéfiant. Même encore maintenant, il tient bien la route. Ah, carrément. Tout est quasiment parfait, quoi. La façon dont il se déroule, le casting, bon, déjà Peter Weller, Miguel Ferrer, j'adorais Miguel Ferrer, quoi. L'acteur, je sais plus. Oui, il a toujours eu des rôles de méchants. Ouais. Mais tu vois, Miguel Ferrer, par exemple, ce qui est ouf, c'est qu'il a... Ce type, en fait, dedans, il représentait toute une époque, il représentait les années 80 de Reagan, et on a toujours le même genre d'abrutis maintenant. Non, c'est des macronistes et tout ça. Enfin, tu sais, c'est des types de jeunes trous du cul, quoi. Parce que c'est notre projet. Il incarne toujours ça, quoi. Ça marche tout le temps, quoi. Tu sais, la sorte d'arrogance par le pognon. Carrément. Mais le mec, il a aucune valeur morale, rien, quoi. Mais c'est fou, parce que Verhoeven est arrivé aux États-Unis, donc il a fait ce premier film qui aurait pu être un film de merde, hein. Et il a porté un regard sur les États-Unis, mais je me demande comment ils l'ont pas foutu dehors après ce film, quoi, parce que je crois qu'ils n'ont pas compris. Ah oui, carrément. Je pense quoi. Mais non, mais ils ont juste vu eux un film d'action hyper violent. Ils s'en prennent plein la gueule, quoi. Mais carrément. Quoi. Avec les fausses pubs et tout, mais c'est. J'en prendrais pour $1. Oui. C'est dément, quoi. Non, c'est assez incroyable. En plus, à un moment, il vise les roupettes d'un violon. Ouais. Le mec, il détruit les couilles. C'est pas rien, tu vois. Ah, mais on le dit souvent, mais c'est un film que tu peux plus faire aujourd'hui, quoi. Non, tu peux plus faire. Ça, c'est sûr que... de toute façon, ils ont fait une suite, et la suite... J'aime bien la suite. Non, pas la suite, excuse-moi, le remake. Ah oui, le remake, j'ai vu. Ils ont fait un remake mais... qui aurait pu être bien, mais le réalisateur, en fait, lui, ce qu'il voulait faire, c'est un truc un film sur les médias, sur tout ça, sur le pouvoir qu'ont les médias sur le genre. En fait, il n'a pas pu, parce que les producteurs lui ont dit non, nous, on veut Robocop, hein. Il faut qu'il y ait une moto, machin, et tout. Donc, son film, il est tout pourri, parce que... et tu sens que derrière le film pourri, il y a un film qui a failli se faire. Voilà. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui était en dessous. Et c'est là où tu vois qu'ils n'ont pas compris, les producteurs, parce que Robocop, c'est pas qu'un robot, et c'est pas que clair. Ça, quoi. Non, en plus, ce qui est ouf, c'est le design vachement manga du robot. Sûrement, parce que tu avais dû lire Starfix et tout à l'époque. Moi, quand je lisais l'investissement de Peter Weller pour le rôle, quoi, mais comme il a travaillé, et quand tu revois le film, t'as des fois la façon dont il a bougé la tête avant de bouger le corps pour marcher et tout, c'est génial, quoi. C'est ouf, ça. C'est ça qui est génial, c'est que d'abord il tourne la tête et après c'est le corps qui bouge. Ouais, c'est... Et tu crois que c'est un robot, quoi. C'est un film d'action, c'est un film policier, c'est un film de tout ce qu'on veut, et en même temps c'est un film qui c'est un grand film, quoi. Carrément, ouais. Je me souviens... Et pourtant, on le connaissait par cœur avec une bande d'amis. C'est un peu comme toi et tes potes de nanar, quoi. On se l'était revu une fois devant notre télé. Enfin, c'était chez moi d'ailleurs, devant ma télé et tout. Et on applaudissait aussi et tout, on criait, machin. Alors qu'on le connaît par cœur, mais c'est. Nous, on fait ça devant les films d'Ariel Dombal. Ou de Neil Breen. Devant un Neil Breen, en général, on est effondré et en même temps plein de joie. 87, c'est l'année de Predator, d'Alan Silvestri. Predator, c'est un petit film à la base, avec des gros fachos musclés qui sont dans la jungle, et puis il tombe sur un os, voilà. Et puis Alan Silvestri, derrière, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une musique tribale, mais peut-être qu'on en reparlera après, je sais pas. Voilà. Il y a eu, c'est l'année de Spaceball, la folle histoire de l'espace, qui était quand même vachement bien, qui était quand même des moments de what the fuck qui ont jamais été, ça n'a jamais été refait après avec autant de classe, quoi. Et puis surtout, il y a quand même les problèmes de téléportation où tu te retrouves avec le cul devant toi. C'est l'année où il y a eu The Hidden qui est sorti au cinéma, un petit film de série B de science-fiction avec une musique de Michael Convertino qui est vraiment intéressante. C'est l'année où Jerry Goldsmith il a fait la musique d'un téléfilm en 2 parties, ou en plusieurs parties d'ailleurs, qui s'appelle Lionheart, de Franklin Schaffner.
Et la musique de Lionheart est vraiment très bonne. Et pourtant, c'est un téléfilm. Hein, c'est un très bon Goldsmith. C'est l'année de Cry Freedom parce que c'était bien la mode de l'Afrique du Sud. Bah, on était en plein apartheid, non? Donc, Ouais, c'était la fin. Tu sentais que c'était la fin de l'apartheid. Donc ça allait bientôt finir. Et de toute façon, les méchants devenaient les méchants. Les Afrikaners devenaient les méchants d'Hollywood. Dans la Fatale 2, ça se oui, voit, tu voilà, vois. c'est ça, oui. Parce qu'en fait, ils avaient enfin trouvé des méchants qui avaient aucune excuse. Qui étaient juste des fils de up, tu vois. Voilà, quoi. Il n'y avait pas de problème, tu pouvais les écraser. C'était comme des nazis, mais dans les années 80, quoi. Voilà, quoi. Donc c'était super bien, facile. Et ouais, c'était cool. Et donc, Cry Freedom, il y a eu toute une série de films comme ça. Et bizarrement, il n'y a pas Morgan Freeman dedans. Non. C'est l'année aussi de Prince of Darkness de John Carpenter. Une musique totalement minimaliste. Ouais. Avec deux notes. Et juste ça. C'est 2 notes, ouais. Ça pose l'ambiance déjà. Voilà, t'es dans l'ambiance du film dès le début. Après, moi, j'ai un peu de soucis avec le film en lui-même par rapport, je trouve, crado, quoi. Mais, tu sais, j'ai failli le choisir tout à l'heure. Justement, je l'ai réécouté tout à l'heure. C'est minimaliste, mais je trouve que c'est une de ses meilleures BO, quoi. J'ai l'impression qu'il y a une continuité par rapport à The Thing, ce qui prouve que The Thing, c'était vraiment lui, quoi. Ben oui, évidemment. Et ça annonce par certains accords et tout le film qu'il allait Invasion Los Angeles, quoi. Ouais, tout à fait. Il manque juste la guitare. En fait. Voilà. Ouais, et donc, Prince des Ténèbres, c'est... Ouais, je trouve que c'est une très très bonne musique qui est vraiment envoûtante. Et il était toujours en train de bosser avec Alan Howard, qui était son collaborateur depuis Halloween 2. Escape from New York, je crois. Ou Fog, je sais plus. Et c'est le mec du programme de santé, parce qu'Alan Howard, il a fait des musiques à côté, et franchement, ça pisse pas loin, quoi. Non, oui, je sais, quand il a repris des Halloween, mais... Ah non, mais il a fait d'autres choses à côté, je t'assure. T'as le son Carpenter, mais t'as aucune rigueur dedans, quoi. Les morceaux partent en saucisse dans tous les coins, quoi. Il y a rien, il y a pas de tenue, quoi. Par contre, t'as le son de Carpenter, mais t'as pas le talent. Donc c'est surtout un ingé son, là, Noir, je pense, tu vois. Et ouais, super film aussi quand même, parce qu'il y a des très très bonnes choses dedans qui sont... On peut pas dire que ça a mal vieilli, parce que le film était vieux tout de suite. Du coup, voilà. Et... Moi, pour l'instant, je te dis pas le film que j'ai choisi. Est-ce que j'ai oublié des films de 87 sur ta liste? Est-ce que tu en as d'autres? Ah oui, moi j'en ai pas mal d'autres. Vas-y. Bah, j'avais listé Angel Heart d'Alan Parker. Oh oui, comment j'ai pu... C'est Trevor Jones? Ouais, Trevor Jones, ouais. Oh, la musique de ce film. Ouais. Le film lui-même, quoi, générique de l'ambiance du film. Ouais. Mickey Rourke qui était au top à ce moment-là. Il était beau gosse. Voilà, c'est ce que j'allais te dire, il était beau, quoi. Ouais. Puis cette ambiance, mais presque que j'ai été voir le film 2 fois au cinéma. Mais presque t'avais l'impression, t'avais une ambiance moite et tout, t'avais l'impression presque de la ressentir. Sale. Voilà, sur toi, quoi. C'était et cette musique envoûtante, quoi. C'était comme si elle était toujours un peu en fond, comme si tu n'arrivais pas à l'entendre vraiment et que c'était une réminiscence. Une sorte de vrombissement voilà. à l'arrière. Ouais. Et j'adore le passage, même le final, quand il descend dans l'ascenseur. Quand ça descend complètement dingue, quoi. Ouais. La musique derrière, elle est... Là, je pense, voilà, c'est ce genre de film, tu sors de la salle de cinéma... Tu te retrouves dans la rue et tu regardes autour de toi, tu te dis putain, je suis où, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Ça fait un choc quand tu ressors, quoi. De revenir dans la réalité, c'est un peu compliqué. Mais c'est important, la façon. Enfin, toi, le film s'arrête, quand tu te retrouves dans la rue, c'est là que tu vois si t'as vu un bon film ou pas, quoi. Ah, c'est clair, oui. Voilà, t'as des trucs. Alors, des fois, t'as des cinémas, t'as des longs couloirs pour sortir. Puis, des fois, t'ouvres la porte et puis, t'as la deuxième porte, t'es dans la rue, quoi. Et là, le choc, il est ultra violent. Mais moi, ça me l'a fait aussi souvent de sortir, de regarder les gens. Et j'avais envie de leur dire, mais vous comprenez pas, arrêtez-vous 2 minutes, quoi. C'est ça. Il y a l'attente quand t'arrives, tu fais la queue, tout ça, t'as une ambiance. Des fois t'as des films que tu vas aller voir, tout le monde veut y aller. T'as une sorte de. Tu sais pourquoi tu vas au cinéma, quoi. T'as tout le monde tout le monde qui arrive, qui est content d'être là. Oui. La salle, la lumière s'éteint, tu sens qu'il y a un truc qui va se passer, quoi. C'est mieux que devant sa télé, toi, voilà, quoi. C'est comme avant un concert, quand la lumière s'éteint, puis t'as les musiciens qui arrivent sur la scène, bah là, t'as le truc Universal ou Paramount ou n'importe, Warner, et tu sens qu'il y a une tension. Et la fin, c'est pas mal aussi pour ça, quoi. Il y a des fois, t'as des films, tu ressors de la salle, t'as perdu le sens de la réalité, quoi. Parce que pendant 2 heures, t'étais trimballé ailleurs. Et d'un coup, tu te retrouves dans la rue, genre il fait nuit ou il pleut. Ah oui, mais c'est là que tu te rends compte qu'on t'a extrait d'une réalité. Voilà, et c'est ça qui est génial, quand tu vis ce moment-là, quoi, quand tu es dans cette ambiance, quand tu ressors et que tu comprends que tu as vu quelque chose de fort, quoi. Parce que ouais, mais c'est au cinéma que t'as ça. Voilà, ouais. Parce que sinon, t'es chez toi, t'éteins ta télé, tu vas pisser, quoi. Toi,
C'est pas la même chose, c'est pas la même Oh, expérience. quoique des fois, même à la télé, il y a des choses qui peuvent marcher. Hein. Alors que c'est un J'ai film. eu peur, je crois que t'avais la télé dans tes toilettes. Ça m'a Ah, fait non, flipper, non, professeur. j'ai pas assez de place. Mais Ah, tu le ferais sinon, quoi. Tout cela est très intéressant, oui. Mais Chers auditeurs, si vous aviez vu le sourire du professeur. L'idée lui a traversé la tête. donc j'avais noté aussi Arizona Junior, on a parlé de Carter Burwell et Mais j'adore. tu te souviens de cette musique? Je m'en souviens pas. Ouais, si. Mais c'était complètement délirante avec cette voix qui faisait. Tu sais, Non, je m'en rappelle plus. avec le banjo et tout. Enfin, c'était. Je me souviens de m'être vachement bien amusé. Je me souviens du motard. Enfin, c'était génial. Voilà. quoi. Mais je me souviens pas de la musique. Et la musique participait à cette ambiance Ouais, complètement, sans doute, mais, complètement folle du film qu'on ne retrouvera plus chez les frères Cohen de toute façon. Donc, je crois même que Sam Raimi avait participé pour que ça soit Oui, aussi c'est fou. producteur, Voilà. un truc comme ça au début. J'avais noté 2 Jerry Goldsmith aussi. Tiens donc. L'aventure intérieure. Oh oui. Eh oui. Honte à moi. Eh oui. Honte à moi. Quelle Ah. super musique. Tu dis, il va pas me faire tirer le coup. Ah, mais je le connais pas. Ah non, l'aventure intérieure, je suis ultra fan. attends, la musique est c'est, démentielle dès le générique. Oui, voilà. La musique est démentielle. Le film, mais c'est. Moi, je dis toujours que c'est le film où John Hante, il a mis dans le scénario tout ce qu'il pouvait, mais ça va déborder de partout. Mais c'est comme Retour vers le futur, c'est le Voilà. genre de film, quoi. Ouais. C'est des trucs, t'es dedans, et puis t'es embarqué, et puis on te trimballe, et t'es content, quoi. Carrément. Tout est bien dedans, hyper drôle. Il y a le méchant de Mad Max 2 dedans, enfin, Ouais. total. Oui. Le casting, il est complètement ouf, quoi. Et cette scène hallucinante où le type meurt dans la galerie marchande, Ouais. il meurt et la dernière vision qu'il Oui. a, c'est des pluches, quoi. Oui. Des types habillés en pluches, quoi. Enfin, qui sont au-dessus de lui, tu vois, il meurt en voyant ça, quoi. Enfin, on est dans du Joe Dante, mais complètement qui a pété les plombs, quoi. Quel bonheur. C'est un Ouais, super film. La musique, elle est magistrale. Et le méchant de Mad Max 2 avec sa main, là, qui s'enlève, et à un moment donné... Ah, la qu'il main est- vibromasseur. Voilà. Qu'est-ce que c'est bien, quoi. Non, mais ça. Il y a un truc qui est fou, cette musique-là, elle annonce Total Recall. Ouais. Par plein d'aspects, c'est la même que Total Recall, mais en version un peu rigolote. Et quand tu écoutes Total Recall après, c'est Inner Space, mais en version Schwarzenegger, quoi. Tu retrouves plein de sonorités, plein d'habitudes qui commençaient à prendre Jerry Goldsmith là-dedans, dans les synthés, dans tout ça. Et je trouve que ça le fait, quoi. Et toutes les séquences où t'as le héros qui est dans l'organisme humain, là, et qui avance, la musique, elle est ultra planante, quoi. Enfin, Et c'est un super film. ce qui est dommage, c'est qu'il a pas marché du tout. Alors, j'avais lu que la production savait pas du tout comment le vendre, il s'est vautré. Bah ouais, mais Et, il n'a pas marché, mais on n'empêche que tout le monde le connaît, parce Ouais. que tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu, mais après, en vidéo, Si tu dis aux gens l'aventure intérieure, tout le monde va te dire « Ah ouais, mais c'est trop bien !» Mine de rien, Voilà, les quoi. effets visuels étaient aussi fous, quoi. À l'intérieur du corps, c'était... Moi, je sais toujours pas comment ils ont tourné les globules Ah ouais, qui ouais, passent ouais, quand le vaisseau ouais, rentre dans le... C'est Ouais. incroyable ce qu'ils ont fait, quoi. Il y a un travail, mais de folie. Non, j'adore ce film. Ouais, super. Et, Super. J'ai revu il y a pas longtemps, en plus, c'est ça le pire. Toi. moi, c'est Pour pareil. moi, Moi, c'est pareil. il était d'après ou d'avant, toi. Il était pas de 87. Et le second que j'avais noté de Goldsmith, c'était Extrême Préjudice. Oh là 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 là. Oh là là. T'aimes pas? Ouais, c'était la période post-32. Ouais. Ah, mais moi... Où il avait son synthé, qui avait qu'un seul Ah, son, mais tu moi, vois. C'est Goldschmidt qui devenait James Horner, quoi, en gros, quoi. Mais j'adore, moi, t'aimes cette bien. BO, ouais, c'est... Les percussions Ouais, synthétiques, ouais, les gros ouais. synthés et tout. Ouais, tu je kiffe kiffes ça. D'accord, ok. Désolé. Non, mais j'aime bien aussi, tu vois, mais... Après, il a fait Rambo 3, qui était fait pareil, la musique et tout. Enfin, c'est vraiment sa période gros bras musclés, quoi. Je sais pas s'il avait conscience de ce qu'il faisait, quoi. Je pense que oui. Ou est-ce qu'il faisait ça pour Ah, la mais thune, oui, je sais rien du tout, beaucoup. quoi. À mon avis, à un moment donné, il a fait beaucoup de choses pour la thune, hein, parce que quand tu vois dans les années 90 ou quoi, il pouvait aligner, je pense, 5 ou 6 films par an, et... Ouais, mais il était tout seul devant ouais, son voilà, synthé, hein. t'écoutes les merdes comme Mr. Baseball et compagnie, quoi, Créature féroce... Ouais, mais en même temps, des fois, il y a des musiques qui ne nécessitent pas plus. Tu vas pas prendre l'orchestre symphonique Non, de bien Londres, sûr. pour faire un truc sur le baseball. Mais, il a fait Hoosiers à l'époque, il a fait un certain Ouais, mais truc, celui-là, j'aime la beaucoup. musique était vachement reprise dans Ouais, les bandes annonces et tout, tu vois. Et c'était que du synthé. Il avait fait... comment ça s'appelait ce film avec Tom Selleck, là Runaway. Que du synthé. Ça, on l'a oublié, Runaway. J'ai pensé hier soir, parce qu'en podcast zappant, d'avant. après notre conversation, en zappant sur la télé, je suis tombé sur un concert des Kiss, et dans Runaway, t'avais Gene Simmons. Oh là là, quel méchant incroyable.
Mais non, de toute façon, Runaway, c'est une super série B et la musique derrière, elle est démente. Et cette musique a servi aussi aux bandes annonces, mais pendant 10 ans, toi, c'était avant d'être remplacé par Aliens. Ouais. Tu vois, dès qu'il y avait des films d'action, c'était ça. T'avais Runaway. Tout comme après, on a eu beaucoup la musique de Judge Dredd, qui a été rejetée de Goldsmith, quoi. Tu l'entendais tout le temps dans les bandes annonces, en fait, quoi. Et ouais, ok, super choix quand même, mine de rien, parce que Goldsmith, de toute façon. Et Même quand le film est pourri, c'est bien. j'avais noté aussi un autre Williams, mais bon, j'apprends que c'était pas ta période de Williams préférée. Donc, mais je sais que t'avais pas aimé le film Les Sorcières d'Eastwick. Donc, Ouais, le film m'a laissé froid, sauf Susan Sarandon, mais jamais froid. Mais j'ai pas aimé le film, je me suis ennuyé. Non, mais t'as pas à être désolé, c'est George Miller. Moi, j'étais embarqué, quoi. C'était. Ouais, mais c'est George Miller, mais je sais pas, tu sens qu'il y a le studio derrière qui lui dit quoi tourner ou mettre sa caméra, tu vois. Ouais, ça m'a embêté, ça. Après, c'est mon avis, hein. Tout ce que je dis, c'est vraiment subjectif. Hein. Mais, tu vois, Michael Pfeiffer, dedans, moi, ça le fait pas. Et puis, Cher, ça le fait pas. Et puis, Nicholson, bah, il fait le con, voilà, super. Nicholson fait l'imbécile, super. Il fait des t'as son majordome, qu'on a retrouvé chez Lynch, dans La Famille Adams. Le géant. D'accord. Voilà, c'est ce que je te disais, on l'avait retrouvé chez Lynch dans Twin Peaks. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, j'ai bien aimé, j'ai trouvé que... Moi, en fait, j'ai juste retenu, bizarrement, le côté sexy de Susan Sarandon, que je trouvais, elle a jamais été aussi belle que là-dedans, quoi. Mais sinon, ouais, Nicholson me fatigue quand il fait ses grimaces, c'est pour ça que je l'ai pas aimé en Joker, par exemple, parce que quoi qu'il fasse, il pourra pas être aussi flippant et marrant en même temps que dans Shining. Ouais. Tu vois, dans Shining, quand il appelle sa femme, quand il fait Wendy, qui sourit, c'est le Joker. Il n'a pas besoin de maquillage. Bah là, pour faire le diable, il n'a pas besoin d'en faire des caisses et tout, quoi. Enfin, toi, Nicholson, il soulève un sourcil, il l'a joué. Ça, c'est un comédien de sourcil, toi. C'est comme Roger Moore, voilà. C'est comme Roger Moore. Roger Moore, il soulève son sourcil, il l'a joué. Bah, Nicholson, c'est ça. Bah, c'est comme Linda Carter. Elle jouait des trucs de merde, mais dès qu'elle souriait, t'étais pris, quoi. T'as beau être un gamin de 10 ans ou un adulte obsédé sexuel, Linda Carter, elle fait son petit sourire, et là, tu dis Alors oui, madame. Voilà, quoi. Bah, Diana Rigg, c'était pareil. Il y a des comédiens comme ça qui ont un petit... Chers auditeurs, essayez de savoir dans quelle catégorie on se place, gamin de 12 ans ou obsédé sexuel, quoi. Oh là là, les ravages de l'alcool. J'ai été embêté par cette année, donc j'avais choisi L'Arme Fatale, parce que j'aime beaucoup ce qu'a fait Kamen sur le film avec Clapton et Sanborn, parce que je trouve qu'il avait donné une identité musicale unique au film, mais ça suffisait pas, quoi. J'avais pas grand chose à dire à part ça, et je vais prendre Predator. J'ai déjà parlé d'Alan Silvestri, mais bon. Je m'en doutais pas. Bah, ça m'embête parce que j'aurais voulu choisir Predator 2, en fait. Et l'année où on va parler, l'année de Predator 2, aussi, ouais. Tu peux parler de Predator 2 aussi en même temps. Hein, mais bon, déjà, Predator, c'est un grand film inattendu. J'ai été le voir, pareil, sans savoir trop quoi attendre. Schwarzenegger. Le film commence, c'est un concours de qui a la plus grosse bite et tout, quoi, entre Carl Weathers et Arnold Schwarzenegger qui font un bras de fer, enfin pour se dire bonjour là, avec le gros plan sur les muscles et tout. Et une fois que la mission est lancée, c'est au bout de quelques minutes, hein, tu m'as dit, hein, je sais, j'ai entendu ce que tu m'avais dit hors antenne, ne raconte pas les films. Ah, ne raconte pas les films. Donc, une fois qu'au bout de quelques minutes, la mission est lancée, le commando s'en va. Donc, le film démarre vraiment. Et là, on est dans une autre sphère, quoi. On est dans une jungle étouffante. Et la musique de Silvestri est géniale. Elle donne une réalité presque tangible à la jungle. Et tu parlais tout à l'heure, tu disais que c'était une musique tribale, et c'est exactement ça, c'est une musique tribale, quoi. Ouais. C'est vraiment une musique de forêt, quoi. Enfin, tu sens qu'autour... en fait, c'est comme s'ils mettaient des palissades autour. Enfin, je sais pas comment dire, ça encercle le décor. Il y a vraiment ça, quoi. Et ça t'étouffe presque, elle est présente, elle est pas pompier, c'est pas une musique de pompière ou pompier, tu sais, qui... elle peut être puissante à certains moments, mais elle est très travaillée. C'est vraiment une écriture très intéressante, parce que c'est à la jonction entre
ce qu'on fait aujourd'hui et que je n'aime pas du tout, c'est-à-dire du sound design et de la musique, quoi. C'est un peu entre les deux. Ouais, enfin, ce que tu considères comme du sound design, en fait, c'est... Ouais, je vois à peu près ce que tu veux dire. Oui, Mais c'est oui, surtout de la la tension tension, qu'il oui. arrive à mettre. Il y a Mais tout- les percussions qu'on entend, il y a beaucoup de percussions, c'est le bois, quoi. Enfin, tu vois, donc on est quand même Ouais. en plus dans un décor de forêt, quoi. Et ça crée aussi une menace, cette menace qu'on ne peut pas voir, le Predator, quoi. Ouais. Ouais, elle est partout. Mhm. Parce que moi, quand je te dis la musique les encercle, c'est pour moi, c'est ça, la musique de Predator, c'est ça, quoi. Et puis la grande idée, bon, ce qui a fait de ce film un grand film, c'est toute la fin, quoi. On a 20-30 minutes sans dialogue. Le film est carrément dépouillé, quoi. C'est les deux personnages qui vont se bastonner sur la musique de Silvestri. C'est presque du Frank Frazetta, quoi, à l'image, quoi. C'est Ouais, c'est que des plans iconiques. avec la célèbre tirade t'as pas une gueule de porte-bonheur. Comment Schwarzenegger, mine de Ouais. rien, il était super investi dans ses films et tout, donc il faut aussi qu'à chaque fois, il lui mette une phrase un peu culte, tu vois. Silvestri a re-signé ensuite pour faire Predator 2. Predator 2 qui ne démérite pas, hein. Moi c'est un film que j'aime beaucoup, hein. Voilà, ouais, un bon casting, Danny Glover, Bill Paxton. Dans Predator 2, Silvestri, je trouve qu'il a été encore plus loin parce que il a mis, comme ça se passe dans quelques années dans le futur, à l'époque où c'est sorti, c'était quelques années après dans le futur. C'est pas un film de science-fiction, mais t'as une touche un peu futuriste. Et surtout, c'était en pleine vague, puisqu'on apprend que oui, les prédateurs arrivent, ils chassent souvent quand c'est en pleine vague de chaleur et tout, et donc c'était Los Angeles, c'était la canicule et tout. Et dans la musique, tu le ressens un peu, c'est presque Oui, il fait chaud, ouais. ça dégouline, quoi, avec le saxo en fond et tout, il a utilisé Ouais, un c'est saxo. le saxophone, Ouais. c'est quand même le mal des années 80. Le mal des années 80, mais la façon dont il l'utilise Silvestri dans Predator 2, mais c'est excellent, quoi. Et puis c'est encore plus tribal à un moment donné, quoi, avec des chœurs et tout. La scène où Danny Glover va rencontrer un aveugle, là, qui va prédire quelque chose, ou je sais pas quoi, et tu sais que le Predator va lui couper la tête, quoi. Ce que je me souviens, c'est qu'à la fin, on voyait le squelette d'E.T. et d'Alien. Ça, je me rappelle, je l'ai vu dans le film et je me suis dit, ouais, ça serait marrant de faire un crossover. Et des fois, il faudrait pas qu'on nous écoute, hein. Voilà, et tu as dit ce que j'allais dire, c'est que ouais, sur la fin, on voit dans le vaisseau le crâne de Alien. Mais j'avais bien aimé parce que le film était vraiment sauvage et tu t'apercevais qu'en fait, bah, t'es dans la ville, mais il a transformé la ville en jungle. Et moi, c'était ce genre de suite que j'aimais beaucoup, qui n'essayait pas de se mesurer au premier, et qui faisait quelque chose de complètement différent. On avait parlé pour Aliens, comparé à Alien, et Predator 2, c'est pareil, quoi. Ils vont pas Hopkins n'a pas essayé de refaire le premier. Moi, j'adore quand les suites ressemblent pas au premier. Mm. Quoi. Quand on perd pas ce qui avait de bien avant, Ouais. mais on nous met ça ailleurs. Ouais. Voilà. D'où certains aliens. Toi, moi, par exemple, j'aime bien le deuxième Alien, même le troisième par rapport au deuxième. Tu vois. J'aime pas le quatrième, mais je veux dire, il y a des trucs qui sont. Il y a un quatrième? Ouais, Jean-Pierre Jeunet. Quoi. Non, il n'y a pas une quatrième. C'est une légende urbaine, ça. Non, il est sorti vraiment. Après, c'est un truc qui Non. passe sur la 6 régulièrement parce que toi, c'est du bas de gamme. Quoi. Ou alors, t'as des suites à la Carpenter, genre Los Angeles 2013, où il te fait la même histoire, tout, mais il te pervertit tout. En gros, tu passes de New York, qui était dans les années 80 une sorte de poubelle à l'échelle d'une ville, et tu passes à Los Angeles, où là, c'est en fait, la ville, elle est devenue totalement dingue. T'as tous les défauts, quoi. T'as la chirurgie esthétique, t'as le basket, t'as tout, t'as le tremblement de terre, t'as tous ces trucs-là, quoi. Et en fait, il en a fait autre chose. Après, il en a fait, c'est quand même qu'un remake, hein. Ouais. Voilà. Mais j'aime bien, en fait. J'aime bien ça. Par exemple, Robocop 1 et 2, ça apporte rien. J'aime beaucoup Robocop 2. Ah, mais j'adore, mais en tant que. Oui. Il n'y a rien de nouveau, quoi. Non, Toi, non. c'est quoi? T'as plus de robots. Oui, non. Enfin, t'as un robot plus gros en face. T'as rien de nouveau, mais bon, c'est pas une suite qui démérite quand même. Mais et sinon, pour Predator, pour en venir à Predator, je pense que j'ai une affection plus poussée pour Predator 2 musicalement, parce qu'en fait, à l'époque, la BO de Predator n'était pas disponible. Elle a été éditée très longtemps après, hein. Aujourd'hui, elle a été éditée 3 ou 4 fois, du coup. Mais la première édition, c'était un Vares Club, mais 20 ans après, il me semble, hein. Donc, Vares Club. ouais.
Ouais, mais toi, t'aimes bien, t'auras acheté les rééditions et tout. Moi, au bout d'un moment, je suis perdu, sérieusement. Des fois, t'as des albums, ils te rééditent le truc, t'as un Ouais. morceau en plus, t'as une démo en plus et tout. Enfin, je Non, mais suis tout ça, largué tout ça pour complètement, dire qu'à l'époque, j'étais sorti du film, et comme quand souvent je sors d'un film, il faut, si le film est bon, si la musique est bonne, je me précipite chez le disquaire et je prends la BO. Ben là, non, désolé Coco, la BO n'est pas éditée. Les producteurs, ils voulaient pas sortir les BO parce qu'il n'y avait pas de musique rock Ouais, dedans, voilà, tu vois, ouais, il y avait ouais. pas de fric à se Ouais, faire ouais, je en sais. droit d'auteur. Et à l'époque de Predator 2, Varese a quand même sorti la BO. Et pour moi, c'était bien parce que tu retrouvais la thématique du premier un peu plus poussée. Mais c'est pour ça que j'ai cette affection. Et petit détail intéressant aussi, quelques années après, quand la BO est sortie, Varese a eu l'excellente idée de conserver le logo de la 20th Century Fox pour ouvrir l'album, parce que donc la musique d'Alfred Newman, hein, de très célèbre musique, réorchestrée par Elliot Goldenthal sur la fin. La fin, quand ça part en couille, quoi, à un moment donné. Et ça te montre que tu vas rentrer dans quelque chose de différent, quoi. Tu te souviens pas? Moi, j'adore ça dans Alien numéro 3, par exemple. Oui, ça aussi, ouais. Et par exemple, je sais que Star Wars aussi. Pour Star Wars, John Williams avait refait la musique de 20th Century Fox. Il l'a réenregistré à ce moment-là. Et je pense qu'ils sont toujours sur la même d'ailleurs, hein, depuis Il longtemps. me semble aussi, oui. Gotchwitz a fait pas mal de choses. Il a fait le truc Universal, il a fait Carolco, il a fait. T'as beaucoup de compositeurs qui ont fait des choses comme ça. Je crois que t'avais Kamen qui avait fait Morgan Creek, non? C'était tiré de Robin des Bois, où ça avait un côté Robin des Bois pour le logo de... Ouais, ok, d'accord. Mais c'est vrai que c'est intéressant quand les réalisateurs et les compositeurs, dès le début, dès le logo, jouent avec toi et jouent avec le film, quoi. Alors, le pire que j'ai vu, c'est Scott Pilgrim. Tel logo Universal en musique 8 bits. Ah oui, c'est vrai, ouais. Là, c'était quand même. Ouais. Non, musicalement, moi, ce qui m'avait le plus emporté, c'était celui d'Alien 3, quoi, vraiment. Mais je sais, il faut que je le réécoute, mais je me demande si c'est pas le même que dans Predator, du coup. Parce qu'Alien 3, Je sais pas. Alien 3, c'est Goldenthal, de toute façon, donc... Ouais. Je sais, peut-être ils ont gardé le même. Ouais. J'ai essayé de le mettre en illustration dans le podcast. Tout ce savoir du docteur et du professeur. Voilà. Est-ce que t'as encore des choses à dire sur Predator? Non. Sauf que tu as pas parlé de cette scène culte là quand ils tirent tous, qu'ils font la déforestation à coups de mitrailleuse. Et tu sais pourquoi il a fait ça? John McTiernan, bon, parce que j'ai pas cité son nom. Mon Dieu, c'est quand même un film de John McTiernan, hein, qui est... John McTiernan, mon Dieu, déjà. Okay. Ouais, bah oui, pour moi, c'est mon Dieu. Et je suis bien d'accord. Parce que quand tu vois le film, tu te dis, mais attends, c'est bon, quoi. Qu'est-ce qu'il lui prend, là? Je te dis, c'est un concours à qui a la plus grosse queue, quoi. Le professeur a dit un gros mot. En fait, c'était John McTiernan disait que c'était un des producteurs, ou plusieurs, je sais pas, qui voulait plus de flingues, qui voulait plus de gros plans sur les flingues et tout. Ils l'ont tellement agacé qu'il a fait cette scène où tous tirent comme des gros bouseux, quoi, sur... Oui, mais c'est une des meilleures du film, elle est incroyable. J'avoue que ce qui est top dans la scène, moi, c'est le plan qui achève la scène, qui finit la scène, quoi. Avec la mitrailleuse qui tourne à vide, quoi. Mais oui. Mais oui, c'est... Puis le casting, il est dément. Bill Duke dedans, ouais. il est super bien. Ah quoi. ouais, Bill Duke. Tu vois, Carl Weathers, franchement, tout est bien. De toute façon, ce film est bien. Et en vrai, je t'avoue que tout le début m'emmerde. J'adore quand il commence à chasser le Terminator. Après, on est dans un vrai film. Ouais. Il se passe 3 quarts d'heure avant que ça démarre vraiment. Ouais, mais c'était nécessaire. Tout ce qui est avant. C'était nécessaire. Ouais, mais... Alors, moi, ça me fatigue quand ils vont tuer des gens. Vas-y. Ouais, mais c'est justement, je te disais, c'était nécessaire parce que dans ces premières scènes, tu vois comment le commando réagit. Tu vois que ce sont pas des rigolos, quoi. Ils savent ce qu'ils font, ils le font bien. Et après, tu les vois quand même tomber les uns après les autres. Et ça rajoute de la force au Predator, quoi. Tu te rappelles ce plan où la caméra monte le long de l'arbre et qu'on voit qu'il y a un cadavre en Oui. Ça, c'est dément. Ouais. La mise en scène, elle est vraiment incroyable. Elle est vraiment incroyable. Mais bon, après, il y a plein de choses que j'adore dedans, qu'ils ont essayé de refaire dans les remakes après ou dans les suites. Enfin, dans les suites pourries, je sais pas. Hein, genre, ils ont fait Predators. Oui, Un truc Predators. complètement naze, quoi. Ouais. Mais qu'est-ce que c'était mauvais, quoi. On parlait à un moment dans un autre podcast de Alien et tout. Là, c'est pareil, quoi. On avait une figure... on avait du jamais vu, quoi, avec le Predator. J'aime bien quand il est en mode furtif. Ça, on l'avait jamais vu. Mais après, bon, tu vois un mec avec des dreads. Ouais, moi j'adore ça, cette façon de bouger avec les rastas qui bougent là et tout. C'était excellent, quoi.
Ouais, il y a un côté sauvage qui était plutôt Ouais. sympathique. Quoi. Ouais, pas mal. Ouais, Predator. Alan Silvestri, en fait, c'est intéressant parce que son gros truc d'avant, c'était Retour vers le futur. Il a certaines sonorités qu'il peut pas s'empêcher d'avoir, et en même temps, C'est ce que je te disais il a fait quand. quelque chose de très très différent. Quoi. C'est ce que je te disais, hein, dans certains passages de Retour vers le futur, on est déjà dans Predator. Oui, oui, tout à fait. Mais parce que c'est lui, c'est ses percussions, c'est tout ça. Ouais. Quoi. Il y a des choses qu'on retrouve, et puis il y a aussi des petites virgules, genre papa, enfin, toi, Ouais. des trucs qui reviennent tout le temps. Quoi. Mais ouais, tout à fait. Ok. Donc, t'as fini avec Predator. J'ai fini avec Tu peux te Predator. parler du film Ah ouais, j'en suis. qui m'a traumatisé en 87. Ah, traumatisé, d'accord, parce que tu m'as dit que. Ouais. Ok. En fait, il m'a traumatisé plus que je pensais. Vas-y. Ah, ah là là. Ainsi, le docteur nous révèle son trauma de jeunesse. 87, je suis rentré en fac de cinéma. Et on nous avait demandé si c'était possible donc de voir des films qui sortaient. Le suspense est insoutenable. Et moi j'étais plutôt fan de Carpenter, toi. Enfin, franchement, à cette époque-là, Prince des Ténèbres, quoi. Enfin, en avant, quoi. J'étais à fond dessus. Je lisais Starfix, je lisais Mad Movies, tout ça. Et puis j'avais des profs, dont une fois je t'en avais parlé, un prof qui disait la stéréo, c'est pas bien au cinéma. On avait dit qu'on allait accélérer. Donc il y avait quand même des vieux cons, on va dire. Et puis des gens sympathiques. Ils bossaient pas mal au cahier du cinéma, mais c'était une période que je n'aimais pas, donc on me forçait à voir des Romer. Putain, enfin, il y a des trucs, c'est la souffrance, quoi. Et ils adoraient Hitchcock, mais ils détestaient Wells. Mhm. Tu vois. Mais à cause de ça, il y avait des cours vachement bien. Et il y avait un de mes profs qui nous a dit allez voir Les Ailes du Désir. Alors je suis allé voir Les Ailes du Désir. Et quand je suis revenu en cours, là, je l'ai revu 3 jours après, tu vois. Je lui ai dit ça aurait fait un super épisode de la Twilight Zone en 20 minutes. Là, il m'a regardé, le regard dedans, c'était mais t'es vraiment. Et en fait, il avait raison. J'étais super, mais j'étais jeune, j'étais fou et arrogant. Voilà, quoi. Et en vérité, ce film est extraordinaire. Il est extraordinaire pour plein de choses déjà parce que il est planant, il t'emmène dans un univers. Tu l'as déjà vu ce film d'ailleurs, par contre ? Je l'ai jamais vu en entier. Je sais que en 87, moi je suis rentré à la fac en 86, donc quelques mois avant, quoi. Enfin, un an avant. C'est étrange parce qu'on est peut-être plus âgé que moi, mais. Ouais, mais j'ai redoublé plein de fois. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, j'étais à la tête d'un gang. Ok. Et j'ai dû arrêter mes études pendant 3 ans. Parce que j'avais des choses à gérer. Tu vois. D'accord, Je passais un an à Los Angeles à tuer des gens. D'accord. Il a fallu que je revienne aussi après. Ok. Et il a fallu que je retue des gens ici parce qu'entre temps, j'avais perdu mon trône. Ouais, je comprends. Ah ouais, je comprends, d'accord. Donc, je suis super connu en fait, hein, mais j'ai sous un autre nom. Quand tu gérais tes affaires, moi j'étais déjà en fac. Et Les Ailes du Désir, oui, était un film mais que j'ai vu par morceaux parce qu'un prof nous le diffusait par morceaux pour l'étudier. Ah non, moi je vais le voir au Mais cinéma. j'ai jamais parce vu que, en entier. Si tu veux, nous en amphi, voir une petite télé avec une VHS, enfin, qui projetait de la VHS dans un petit amphi, on a vu ça. Mais j'ai vécu ce que tu as vécu. Moi aussi, j'arrivais. Moi, je lisais Starfix, moi aussi, je lisais Mad Movies, et puis je suis tombé sur l'écran, les cahiers du cinéma. Alors en fait, voilà, ce qui m'a plu dans ce film-là, le film est bien, mais en fait, là où, avec le temps, je me suis aperçu que c'est un film important pour moi, c'est parce que la musique dedans, elle est incroyable. La musique de ce film, et moi je te conseille de le revoir en écoutant la musique. Dès le départ, les anges, il y a une musique avec des chœurs, on les voit, on y croit, c'est des anges, t'as compris le truc, ok. Dedans, t'as Nick Cave par exemple qui fait un concert. Et Nick Cave en concert, moi j'ai découvert là à ce moment-là, quoi. Donc concert à Berlin, dans une sorte de squat. Et tout est incroyable. Dans ce film, la musique, elle est mise en avant de manière totalement rock, mais comment dire, pas propre, mais en même temps, enfin, tout est à sa place, quoi. La BO est incroyable, vraiment incroyable. Et t'as un groupe, je sais pas du tout, j'ai jamais entendu parler d'eux. Ils chantent un morceau qui s'appelle Pas attendre. Et ce morceau, il est complètement fou, quoi. Enfin, il n'y a pas beaucoup de notes, il n'y a pas beaucoup de paroles, et tout est bien. Et en fait, dans ce film-là, la musique s'intègre avec une perfection, et en fait, c'est un film musical. Ça parle pas beaucoup, la musique a un rôle très très important. Et j'aurais jamais cru, hein, j'ai une année où t'as quand même un putain de John Barry qui est sorti, t'as des Bongo Goldsmith, c'est une année incroyable quand même, t'as du Polydoris quand même. Et en fait, pour moi, musicalement, c'est
c'est le film qui m'a ouvert aussi sur pas mal de musique underground. Tu vois. Par exemple, du coup, j'ai commencé à écouter du Laurie Anderson. Je parle pas de Laurie Anderson qui a fait la musique de film. Oui, Enfin, oui. la musicienne. Oui, voilà, on se retrouve avec des musiques qui étaient des musiques indépendantes, vraiment à l'époque, qui étaient des musiques. Et j'ai trouvé que c'était vraiment chouette, quoi. Donc voilà, moi je t'encourage à regarder le film et écouter la musique. Il a fait un autre film après qui s'appelle Jusqu'au bout du monde, où là il a essayé de retrouver cette magie par les différents morceaux de musique et tout. Et il se sert de ça, un peu comme Michael Mann, tu vois, pour mettre une ambiance. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. La seule BO que j'ai de lui, même si j'ai pas vu le film, c'était Million Dollar Hotel et j'aimais bien cette BO. Donc, Ouais, il y a YouTube dessus, je ouais, crois. voilà. tout ça. Oui, parce que je l'avais. Mais en tout cas, Les Ailes du Désir, en fait, Les Ailes du Désir, c'est aussi devenu un de mes films cultes, hein, avec le temps. Il faudrait que je lui donne une autre chance parce que c'est vrai que moi j'en ai vu que des morceaux, ça m'interpellait pas forcément parce qu'en plus le prof que j'avais il était passionné par Wenders donc il nous montrait des films précédents et pour le coup il nous les montrait en entier et moi je suis désolé pour voir je sais plus ce que c'était ce film en noir et blanc où on suit un mec en train de traverser son pays à un moment donné tu le vois carrément en train de chier quoi. C'est quelle importance de faire 2 minutes là, sur ce mec quoi. Donc, et le prof, il était tout heureux, quoi. Oh ouais. Bah ouais, c'est comme ça, il y a des profs qu'on va. Tu sais, nous, ils nous gonflaient avec des films complètement pénibles. Voilà. On était 300 à mater. Imagine un amphi, toi, et t'as une petite télé, quoi. Mais genre un 36 cm. Ah oui, là, carrément, ça le fait pas, là. Un truc tout pourri, et puis pas dans le noir, Ouais. tu sais, avec la lumière des néons et tout. Ouais, Quoi. ça le fait pas, là. Et c'était horrible, quoi, avec le son poussé à fond pour. Non, c'était vraiment l'enfer, quoi. À côté de ça, j'ai eu des profs qui étaient fabuleux. Ah oui, Donc, après, t'en as certains qui. Heureusement que. j'ai eu des cours de film noir. Enfin, c'était super chouette, quoi. C'était vraiment bien. Et voilà, quoi. En tout cas, Les Ailes du Désir. Tu sais que j'ai failli c'est, enseigner le cinéma. Moi, je suis passé à ça. Bah, d'un autre côté, on n'aurait pas fait de podcast. Toi, je t'aurais dit. Je t'aurais pas dit. Aussi, je t'aurais dit. Ah voilà, tu professeur, vois, en bah fait. oui. Ouais. Voire pire, je t'aurais dit maître. Maître, ouais. J'aime bien ça. En tout cas, voilà. Ouais, quoi? Non, j'aime bien maître. Ouais, ben non, professeur, c'est bien. Ouais, T'es se calmer, hein. d'accord. Donc, professeur, voilà, moi, en tout cas, pour cette année-là, bon, on a cité plein de films, hein, ça fait plus d'une heure qu'on est en train de bavasser, mais c'est incroyable ce qu'on arrive à dire sur des choses du passé, comme ça. On est presque des historiens. Ouais, non mais il faut en profiter parce qu'on va arriver dans les années 2000, 2010 et tout, on va rien avoir à dire parce que... Ouais, bah là, on fera 20 ans en 10 Ah minutes. ouais, c'est clair. Mais je veux dire... Non, mais là, on a encore un peu devant nous des choses intéressantes qui arrivent, tu vois. Je pense que 88, il y a des choses encore pas mal. 89, ça va commencer... ouais, il y a encore du pas mal. Mais après ouais, il y a quand même une... Il y a quand même une période là qui est pas bien, qui arrive devant nous. Et bizarrement, c'est la période où va naître l'agent du mal. Ah, celui qui était dans les poubelles, là, derrière les poubelles. Henri Chambre. Ainsi se termine 1987. Nous retrouverons bientôt le docteur et le professeur qui parleront de l'année 1988. Cela vous semble évident et pourtant c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail. N'hésitez surtout pas à donner votre avis sur le YouTube, où d'ailleurs on va mettre la playlist. Voilà, on vous aime. Allez, salut, ciao. C'est des claques, des ciné, des claques et aussi de la musique. « 1987, l'année de l'anisette, puisque je sais que, professeur, vous aimez bien ça. Bah, faut dire que je viens du Sud, alors... Comment dirais T'es un alcoolique qui joue de la pétanque aussi. J'ai joué de la pétanque, oui. Et t'as arrêté l'alcool. J'ai arrêté la pétanque. D'accord, ok. On n'est pas dans les clichés, là. Je me suis aperçu que c'était très difficile de jouer de la pétanque en buvant de l'alcool, donc il fallait que je fasse un Tu peux choix. lancer plusieurs boules à la fois en même temps, tu t'en fous, quoi. Donc Si tout le monde est bourré... Voilà, il a fallu faire un choix, donc j'ai fait le choix d'être bourré. Moi, je suis descendu une fois dans le sud avec mon garde du corps, et qui était de là-bas, qui était de Gruissan. Et j'ai vu les terrains de pétanque, j'ai vu les gens jouer, et tu pars le matin, les gens sont en train de jouer, tu reviens le soir, ils sont encore en train de jouer. Oui, c'est... C'est super flippant. C'est un mode de vie que
j'ai du mal. J'ai un Ouais, peu de c'est, mal. c'est un peu Walking Dead, hein. C'est... Voilà. Au revoir.